C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Isabelle, j'ai l'impression que c'était hier qu'on s'est Ouais, quitté. exactement, c'est vrai. En fait, on s'est dit avec Olivier qu'on allait vous faire un petit cadeau de Noël. Et je suis super heureuse en fait qu'Olivier ait accepté. On va faire un petit focus sur les livres pour enfants. En fait, vous le savez ou ne le savez pas, mais Olivier vient récemment de publier 2 livres pour enfants. On n'en a pas parlé durant notre masterclass. 3. 3, excuse-moi. Tu vas me parler du troisième, je ne le savais pas. Alors, 3 livres pour enfants. Et du coup, on s'est dit qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler durant cette masterclass et qu'on c'était quand même important. Il y a certains d'entre vous qui, je le sais déjà, veulent écrire des livres pour enfants. Et donc, on va faire un petit focus spécial cadeau de Noël grâce à Olivier. Et on va l'interroger sur ces 3 livres et pas 2. Du coup, merci Olivier. Est-ce que tu peux, du coup, la question la plus simple et la première que j'aimerais te poser, c'est comment as-tu été amené à écrire tes livres pour enfants, vu que ce n'était pas forcément ta cible jusqu'à présent? Comment tu as eu l'idée, l'envie? Comment est né ce projet? Il y a combien de temps Alors, déjà, en fait? Il y a combien de temps déjà, pardon? Olivier? Il y a combien de temps, en fait? Que l'idée est née? Ouais. Alors, c'est compliqué de retrouver le timing exact. On va dire que ça doit faire 2, 3 ans et que ça s'est fait vraiment, j'allais dire par hasard et à l'insu de mon plein gré. D'accord. C'est-à-dire que comme j'ai travaillé autrefois plusieurs années pour les éditions Jouvence, dont je reste très proche de différentes manières, aussi bien amicales que professionnelles, il s'est trouvé que la nouvelle directrice, Charlène, me propose, il y a quelques années, me dit: pourquoi tu n'écrirais pas un livre pour les enfants sur les accords Toltec? Ah. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sortis, il y a toute une génération qui a grandi Mhm. avec ça, puis qui a envie de transmettre ça aux enfants. Et je trouve que l'idée est bonne, sauf que je dis, tu sais, moi, je ne suis pas auteur pour enfants, ce n'est pas mon registre. Donc, au départ, j'étais parti pour botter en touche et décliner. Et Ok. puis, il se trouve qu'un an avant, ma belle-nièce, on est obligé d'inventer des nouveaux mots, hein, donc la fille de la femme de mon frère, Mélissa, était en train de passer un diplôme à l'école, à la Haute École d'Art et Design de Genève. Et elle a eu comme idée de projet pour le concours final de réaliser un petit dessin animé à partir d'un de mes livres qui s'appelle Les accords Toltec, une chevalerie relationnelle, publié chez Très Daniel, où je présente chacun des accords Toltec comme un élément du chevalier, l'épée pour le premier accord Toltec, le bouclier pour le deuxième, etc. Elle s'est dit, elle a trouvé que c'était très parlant, la chevalerie pour les enfants, et elle a eu envie de parler des accords Toltec à des enfants, on va dire autour de 8 ans, c'était sa cible, en utilisant le dessin animé. Et donc, elle fait un travail génial, elle adapte finalement mon livre pour toucher les enfants. Elle fait ce travail de diplôme en dessinant à la main 800 dessins, il faut être patient. Mhm. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que comme mon frère habite juste à côté d'où habitaient mes parents, elle a sollicité mon père pour faire la voix du dessin animé, mon frère pour s'occuper des détails sonos et musique. Donc, c'est, on va dire, un family business, tu vois. Carrément. Et elle obtient effectivement son diplôme de son école. Puis là, je lui dis, tu sais, Mélissa, tu devrais mettre ce dessin animé sur Internet parce qu'il Bien y sûr. a certainement des gens qui vont l'apprécier. Il est super bien fait, il est drôle, il est… Voilà. Alors, elle me dit, ah bon, tu crois, ok, elle le met, et puis elle continue derrière pour faire un master. Et au bout d'un an ou deux, je lui dis, dis donc, Mélissa, tu as été regarder un peu combien de fois il a été vu ton dessin animé? Puis elle me dit, écoute, non, je n'ai vraiment pas le temps, je suis pris par mes études. Et à l'époque, je lui dis, bah, il a déjà été vu 200 000 fois. Ah Waouh! bon, dit-elle, tout étonnée. Et en fait, ça a continué comme ça, ce qui fait que à l'heure où je te parle, je pense qu'il a été vu plus d'un demi-million de fois, il a été copié partout. Aujourd'hui, il est passé dans les écoles en CM1, CM2, parfois plus tôt, etc. Il a connu un succès énorme. Donc, face à la proposition de Jouvence, je leur dis, bon, moi, je ne suis pas auteur pour enfants, mais par contre, Mélissa, elle est super douée pour ça. Sa maman est instite pour les petits à Genève. Peut-être qu'on pourrait faire un projet ensemble. Et donc, le projet est né comme ça. Et on commence à travailler sur ce livre qui est sorti cette année, je crois, qui s'appelle Les accords Toltec transmis à mon enfant. Et moi, j'ai écrit la partie pour les adultes, c'est-à-dire j'écris une première partie qui est vraiment pour les parents,
La deuxième partie, c'est Mélissa avec ses dessins. Et puis la troisième partie, pour laquelle sa maman nous a donné un grand coup de main, est des ateliers à faire entre parents et enfants pour mettre en pratique les accords Toltec. Et puis, pour faire bref, ce livre a été retardé de pratiquement 1 an et demi. Des complications sont survenues dans la négociation des droits, etc. Donc, à un moment, on s'est dit, mais ce livre, il ne va jamais sortir. Et puis, en discutant avec la maman de Mélissa, qui est donc un site pour les petits, je lui ai dit, tu sais, en plus, j'avais écrit un livre en l'an 2000, donc 18 ans avant, quand mon fils était à l'école Montessori. Je venais de publier Marshall Rosenberg, son livre Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs. Je venais de me former avec Marshall en 98 ou 19. Et je m'étais dit, est-ce qu'on peut arriver à transmettre ça à des tout petits? Mon fils avait 4 ans. Il était dans une petite école Montessori en Haute-Savoie, Croque-la-Vie. Et donc, j'ai écrit un petit conte et je suis allé le lire aux enfants. Il y avait 14 enfants, 2 institutrices, donc 16 personnes au total. Les enfants ont fait des dessins et comme ce n'était pas très loin des éditions Jouvence, ils sont tous venus avec leurs dessins. On les a scannés, ils ont vu ça, c'était magique à l'époque, en l'an 2000, scanner un dessin, le voir apparaître à l'écran, etc. Faire une petite mise en page et on est allé juste à côté, il y avait un petit imprimeur offset, tiré glorieusement 20 photocopies de mon petit conte. Et à l'époque, je l'ai soumis à tout hasard en me disant, on ne sait jamais, je ne suis pas auteur pour enfants, mais enfin. Et je l'ai soumis, je ne sais plus à quel éditeur pour enfants de Genève, est-ce que c'était La Joie de lire, est-ce que c'était, je ne sais plus sa date. Et j'ai eu un refus, et puis ça m'était complètement égal, puisque ce n'était pas mon public. Voilà. Mais j'ai toujours là derrière moi 2 exemplaires qui me restent des 20 photocopies de l'époque. Et donc, un jour, je parle de ça à ma belle-sœur, et puis qui demande à lire le petit conte. Et elle le lit, puis elle me dit, mais tu ne te rends pas compte, il faut absolument que tu publies ce truc. Puis bon, moi, j'ai un peu des doutes quand même, tu vois. Elle dit, si, nous les instituts, on n'a rien pour parler de ces sujets-là, ce qui touche à l'émotionnel, à la relation, à la communication non violente. On n'a rien pour les enfants. Bon, elle se fait tellement insistante que je me dis, OK, ça va me prendre quoi, 2 heures de faire 5 courriers, trouver 5 éditeurs jeunesse, envoyer ça, et puis ça sera fait. Et dans les 15 jours, j'ai une réponse positive de l'illustre Père Castor, qui est quand même une des plus anciennes maisons d'édition pour enfants, qui est aujourd'hui même fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, tu vois, et qui me dit, c'est exactement ce qu'on recherche. Bon, alors, à partir de là, c'est eux. Il faut savoir que les éditeurs, moi j'ai connu ça dans l'autre côté quand j'étais éditeur, les éditeurs ont toujours de nombreux contacts avec des graphistes, des illustrateurs ou des traducteurs si nécessaire. Et donc, ils m'ont rapidement fait des propositions et il y avait une illustratrice italienne, Gaia Bordiccia, qui a fait des dessins mais totalement craquants pour illustrer mon livre. Donc, ce livre est sorti il y a moins de 2 ans maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il fait un carton absolu, c'est-à-dire qu'on en est à 6e ou 7e réédition. Enfin, je crois qu'aucun de mes livres pour adultes depuis 35 ans n'a connu un succès aussi spectaculaire que ce petit livre-là. Donc, en fait, ce livre-là est sorti avant le livre Les accords Toltec transmis à mon enfant, qui a fini par sortir aussi. Donc, ce livre-là, c'est celui-là. Je ne sais pas si on le voit bien à C'était ton premier, en fait. Tu es le jardinier de mon cœur, c'est le deuxième. Tu es comme tu es, c'est le premier. Oui, parce qu'en fait, ce livre-là a eu tellement de succès que les parents, les grands-parents se sont mis à m'écrire, à m'envoyer des petits mots absolument adorables en me disant « je lis ça tous les soirs à mon fils, ma fille ou mon petit-fils ou ma petite-fille ». Il y a même une dame un jour qui m'a dit « maintenant, avec mon petit-fils, quand il est confronté à un problème, un truc où il ne sait pas trop comment s'en sortir, mon petit personnage, mon petit héros, là, c'est le petit lapin ici, il s'appelle Pompon. » Et elle me dit quand il ne sait pas quoi faire, on se dit que ferait Pompon dans cette situation? J'ai trouvé ça super. C'est fabuleux. Et donc, les gens me disaient, bon, alors c'est quand le prochain? Puis moi, j'en étais toujours dans l'idée de dire, bon, je ne suis pas auteur pour enfants, c'est arrivé un peu comme ça, par hasard. Et à force, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'en écrire un autre, presque 20 ans plus tard, finalement, tu vois.
Et donc, j'en ai écrit un deuxième, même format, même personnage, même contexte, même éditeur, qui s'appelle Tu es le jardinier de ton cœur, et qui est sorti quand en août dernier, donc ça fait pas très très longtemps, mais qui connaît aussi un très très joli succès depuis sa sortie. Et j'en ai même un troisième que j'ai terminé en novembre dernier là, et qui va sortir, avec un peu de chance, il devrait sortir avant l'été 2021. Ouais, l'histoire est magnifique. Donc ça y est, tu vas s'aimer comme ça auprès du jeune public, tu le sens ou comment ça se passe en fait? Alors, L'envie écoute, va je être de sais pas, continuer parce la que, parce collection? que moi, j'ai jamais pu être opportuniste en tant qu'auteur. C'est-à-dire, Mm, j'écris seulement si j'ai vraiment quelque chose mm, qui me tient à cœur et que j'ai mm, envie de partager. Je suis incapable de me dire, j'ai un filon, j'ai un public, donc je vais écrire parce que, mm, voilà. bien sûr. Donc, j'ai écrit ces livres-là jusqu'à présent parce que chaque fois, j'avais une idée qui s'imposait à moi. Si j'en ai d'autres qui viennent, why not? Pourquoi pas? Mm, Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, tu sais, tu es connu à travers tes livres de métaphores. J'en ai écrit mm, 4 pour mm, adultes quand même, depuis la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. mm, Et les gens m'ont dit, mais c'est tellement pédagogique, c'est tellement clair, c'est tellement facilement mm, compréhensible que pour les enfants, c'est du pain béni. mm, Et donc, peut-être que je vais continuer ce que j'ai fait un petit peu là, c'est-à-dire décliner un certain nombre de choses que les adultes mm, connaissent et utilisent pour les rendre accessibles. Parce que moi, j'ai une conviction personnelle, c'est que tout ce qui est essentiel est enseignable aux enfants. mm. On a vu se développer depuis 20 ans les cafés philo pour enfants, et on se rend compte qu'en fait, oui, vraiment, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est fondamental, premier, on peut trouver des mots simples, des images, des choses qui les rendent complètement accessibles, même à des tout petits. Et je trouve qu'il y a un défi assez génial. Et d'ailleurs, si on utilise ça comme clé pour les adultes, en disant si je devais expliquer ça à un enfant, comment je l'expliquerais? Eh bien, on arrive à des choses d'une très grande simplicité. Et pour moi, la simplicité, certains des auteurs qui m'ont le plus influencé dans ma vie sont des auteurs qui avaient une simplicité totale dans leur manière d'expliquer les choses, mais une profondeur absolument extraordinaire, que ce soit Miguel Ruiz, bien sûr, avec ses fameux accords Toltec, ou que ce soit Omram Mikhaïla Ivanov, qui est une référence pour moi dans la spiritualité, et qui a un langage d'une simplicité absolument confondante. Mm. Je crois que c'était une citation d'Albert Einstein qui disait si vous n'êtes pas capable d'enseigner un concept à un enfant de 5 ans, c'est que vous ne l'avez pas, vous ne le maîtrisez pas suffisamment bien, vous ne l'avez pas bien compris, hein. C'est à vérifier, tu vois, au niveau d'Albert Einstein, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer simplement, c'est quelque chose où vous ne l'avez pas encore suffisamment bien intégré ou acquis. Oui, C'est oui, oui, parce transmissible, que en fait. quand on touche à l'essentiel, l'essentiel est simple. Voilà. Et quand on arrive à retrouver finalement quels sont les principes fondamentaux, et moi je pense que si on observe la nature, si on observe le cycle de l'eau, si on observe le développement des végétaux, le climat, si on regarde comment se passent les phénomènes naturels dans dans l'environnement, Mm. on a le reflet de tout ce qui se passe en nous. Comme l'homme est un miroir, un microcosme de tout le cosmos, de tout l'univers, donc on peut facilement aller chercher des métaphores, des images Mm. qui viennent refléter des choses qu'on a envie de transmettre. Mm. Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours un écho, et que c'est la façon pour moi la plus naturelle d'enseigner. On oublie que Léonard de Vinci, qui reste quand même probablement l'un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, s'il a eu jusqu'à 2, 3, 4 siècles d'avance sur son temps, c'est parce qu'il ne fonctionnait qu'avec la loi d'analogie. C'est-à-dire qu'il était capable d'observer des phénomènes et d'en tirer des conclusions qu'il appliquait dans un autre domaine. Voilà. L'analogie, la métaphore est la base de la pensée. Il y a des auteurs qui ont développé ça. Et malheureusement, ça a été discrédité à une époque, je ne sais pas trop pourquoi, alors qu'en réalité, je pense que c'est la première façon dont on pense, que notre langage est truffé de métaphores et d'analogies, et que tout ce qu'on vit à l'intérieur, on est obligé d'utiliser pour le décrire des mots qui, au départ, servaient à décrire des phénomènes extérieurs. Merci pour ce partage. Je suis sûre que ça va inspirer, en fait, par ces mots, ceux qui veulent transmettre, en fait, dans cette capacité d'observer et de partager. Du coup, on rentre dans le côté, tu sais, moi j'aime bien le côté pratique derrière. Donc, le premier livre a été Oui, écrit il y a 20 ans.
Le deuxième, Oui. finalement, par rapport à tout ce que tu portais en toi, que tu portes en toi ou que tu peux observer, comment t'es venue l'idée de transmettre ce que tu as transmis du coup dans le deuxième, tu es le jardinier de ton cœur. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Tu peux nous parler comment ça s'est passé? Parce que finalement, tu as une grande palette à ta disposition. Finalement, pourquoi tu as choisi ça et comment tu l'as écrit, décliné? Comment t'es venue l'idée et comment tu l'as mis? Si tu veux passer de, OK, j'ai eu envie de partager ça, comment ça t'est venu? Et puis après, derrière, le processus, tu vois, d'écriture, on verra après, parce que je poserai la question après par rapport, ou je te le dis directement, peut-être que ça fera une vision globale. Quand après, tu choisis, je ne sais pas comment tu as fait d'ailleurs toi, tu choisis les mots et après, tu le projettes en illustration et tu donnes les consignes à l'illustrateur très clair ou tu le redessines un peu. Comment ça se passe en fait? Donc, encore une fois, on commence par l'idée, l'écriture et après la mise en image, l'illustration pour que ça reflète Alors, peut-être l'idée, ton monde on va intérieur commencer en fait. par Ouais, le commencement. Donc, ouais c'est ça. bah, d'abord, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que je suis papa de trois garçons. Donc, il y a quand même une expérience aussi de parentalité qui est là. Mhm. Euh, et donc, l'idée, c'est que je m'étais rendu compte que les enfants entre eux ont l'art à certains âges de se raconter des histoires, de se faire Mhm. peur avec des trucs, de raconter des trucs absolument abracadabrants. Et que les enfants, quand ils sont petits, ils ont une crédulité incroyable qui va les faire croire à tout et n'importe quoi. Et qu'il y a des gamins qui en utilisent largement soit pour se moquer, soit pour se donner un genre, etc. Donc, le thème de la crédulité m'intéressait et il m'intéresse d'autant plus que malheureusement, on vit dans une société où les adultes que nous sommes restent d'une crédulité monumentale. Mhm. On se croit des êtres rationnels, on croit être des gens qui s'appuient sur la logique et sur les faits. En fait, en réalité, ce n'est pas vrai. On est d'une crédulité qui nous sidère le jour où on en prend véritablement conscience. Donc, le thème de la crédulité m'intéresse depuis longtemps. J'avais envisagé d'écrire un livre qui s'appellerait Credo, Crédit, Crédule OK. pour développer ça, parce que le crédit en économie Mhm. est aussi lié au fait de croire ou pas à ce que tu racontes. Donc voilà, je voulais traiter de ça. Et puis tout de suite me viennent des images. Moi, je ne fonctionne que comme ça depuis toujours. Ça a été ma grande difficulté à l'école. Je suis ce qu'on appelle plus un cerveau droit. Je fonctionne par image, par métaphore, par analogie, et non pas de manière analytique, verbale ou logique au départ. J'ai toujours besoin de trouver une image pour pouvoir m'approprier une idée. Voilà. Mhm. Donc la crédulité, c'est très simple, c'était de dire, quand je te raconte quelque chose, je sème des graines en toi. Mhm. Ces graines, si tu les arroses, elles vont pousser dans ton jardin intérieur. Si tu les arroses pas, elles pousseront pas. Mhm. C'est avec quelle eau on arrose les graines qu'on nous donne? Avec notre amour, avec notre cœur. La pensée, c'est la graine, le cœur, c'est l'eau. Il faut la graine et l'eau pour obtenir des fruits, des plantes, etc. dans ton jardin intérieur. Et donc, toute l'idée de dire tu es le jardinier de ton cœur, c'est de dire, bah, quand les gens te parlent, ils sèment des graines en toi, mais si tu n'es pas vraiment sûr que c'est une graine de rose et pas une graine de ronce, ou que c'est une graine d'un arbre fruitier et pas une graine d'un arbre toxique, Mhm. ben, vérifie avant de commencer à l'arroser. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des plantes carnivores, avec des trucs toxiques, avec des choses vénéneuses dans ton jardin intérieur. Donc voilà, j'avais l'idée, j'avais ensuite la manière de l'illustrer, et puis après, j'avais mon petit personnage et ses petits amis de la forêt, etc. Il ne me restait plus qu'à imaginer une façon de mettre en scène la façon dont, évidemment, mon petit lapin se fait avoir au début. Il croit un truc, il est terrorisé, il est complètement flippé. Donc, il va vers ses parents et ses parents lui expliquent que son copain s'est un peu moqué de lui et tout ça. Et alors derrière, on inverse, c'est-à-dire qu'il a un copain qui vient lui raconter un truc tout à fait vrai, mais alors là, il ne le croit plus. Là, il ne veut plus arroser Mhm. la graine. Et là, du coup, il se rend compte en allant voir chez ses parents que ce coup-ci, si, c'était quelque chose qui était pertinent. Donc, ça amène toute une réflexion assez simple sur l'idée de se dire, avant de donner mon adhésion, mon accord, dirait Miguel Ruiz, à quelque chose, je vais m'assurer que je ne suis pas en train de semer dans mon jardin intérieur des choses qui sont toxiques. Mhm. Et du coup, Après, ouais.
Après, si tu veux, moi, mon job à moi, c'est d'écrire une histoire qui tienne la route. Pour donner une idée, en format A4, une histoire pour enfants, pour moi, ça fait maximum 4 pages. Ça fait déjà beaucoup de texte. Il y a des histoires qui sont beaucoup plus courtes que ça. C'est le maximum que je me donne. Au-delà, on n'est plus dans le registre du livre pour enfants de cet âge-là. Mais moi, je ne m'occupe pas du tout, mais vraiment pas du tout, du côté illustration. Bien sûr que quand j'écris mon histoire, je l'imagine un petit peu. Mais en fait, ensuite, quand j'envoie ça à mon éditrice, c'est elle qui a ce métier des livres pour enfants qui va découper mon texte en 48 pages. Finalement, un petit livre comme ça fait 48 pages. Et qui va dire, bon, il faudra un dessin là, il faudra un dessin là, etc. Il y a tout un travail qui est fait par mon éditeur. Et c'est ce découpage et ce travail-là qui est ensuite envoyé à l'illustratrice qui va avoir pour tâche d'illustrer chacune des pages du livre. Ah, super intéressant. Tu vois, je pensais que tu donnerais qu'il y avait déjà presque une découpe par page tu vois, comme un script, tu vois, où en fait, il y aurait une découpe par page avec des illustrations. Non, en fait, tu as écrit le texte et c'est l'éditrice, en fait, qui a… Tu vois, c'est une découverte pour moi. Alors après, En fait. je parle de la façon dont je fonctionne moi. Mm. Je ne serais pas du tout étonné de savoir qu'il y a certains auteurs qui ont peut-être D'abord, il y a des auteurs qui doivent faire les deux, dessiner et écrire, ça existe. Par ailleurs, Donc, oui. eux-mêmes qui font le découpage, etc. Mm. Peut-être que d'autres font déjà tout un travail préliminaire parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Moi, je ne l'ai pas. Je ne suis pas tellement un visuel, moi. Et donc, je préfère le laisser faire ça à des gens qui sont des vrais pros de ça, qui ont une très longue et très riche expérience derrière. Voilà, donc il y a un travail sur le texte. Parfois, mon éditrice me dira bah là, c'est un peu trop long. Là, je propose qu'on modifie comme ci, comme ça. Et je suis absolument enchanté de ma collaboration avec Père Castor parce que vraiment, on sent l'expertise, le métier de ce type de livre-là pour ce type de public-là. Et moralité, le résultat, c'est un livre qui est encore mieux que j'aurais jamais pu le rêver. Ouais, c'est ce que j'imaginais. J'étais en train de me projeter à ta place en me disant, finalement, lorsque tu as vu les épreuves, c'était presque une redécouverte en fait, ton texte mis en image, en illustration et en action. Ça doit être un moment très spécial en fait. Parce que là, oui, mais c'est cadeau c'est vraiment une grosse découverte. Ah oui, parce que moi, j'ai juste l'histoire et puis tout d'un coup, je la vois illustrée avec une tendresse, avec une finesse, avec quelque chose qui est absolument adorable. Donc oui, c'est vraiment cadeau. J'ai qu'une hâte, c'est de rencontrer un jour l'illustratrice, puisqu'elle habite à Bologne et qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de se voir. On échange de temps en temps par email, par Instagram et tout ça. Mais je serais vraiment ravi de la rencontrer parce que pour moi, c'est la maman de ces livres-là. Tu vois, elle doit y passer en plus du temps, tu vois, de faire chacune de ces illustrations, ce dessin. Il y a un vrai gros travail derrière quand même. C'est toi qui l'avais… En fait, on t'a proposé, juste par curiosité, on t'a proposé plusieurs illustrateurs, illustratrices, ou on t'a conseillé celle-ci en particulier? Juste par curiosité, tu as eu le choix ou c'était intuité sur cette personne? Je ne suis pas certain parce que ça remonte quand même maintenant à plus de 2 ans, mais je suis presque certain que dès le premier truc qu'ils m'ont envoyé, j'ai complètement craqué. Ouais, c'est d'accord. Dès que j'ai vu mon petit personnage, mon petit lapin pompon dessiné comme ça, j'ai dit waouh, alors là, franchement, je pouvais juste pas souhaiter mieux. Tu vois. Ah oui, en fait, ils ont même fait presque des commandes à certains illustrateurs pour illustrer le personnage principal et te le présenter, en fait. Ils t'ont pas juste montré… Là, en l'occurrence, j'en ai vu qu'un seul. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. J'en ai vu qu'un seul et tout de suite, ça a été… Moi, j'ai le souvenir, par exemple, que chez Erol, il y a des projets de livres que j'ai faits sur lesquels ils m'ont soumis plusieurs projets de couverture successifs, et en plus par des artistes différents. Et des fois, de dire « Ah ben non, là, ça ne va vraiment pas le faire du tout », et d'avoir ce travail de fond qui est fait jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de complètement satisfaisant. Mais là, franchement, Gaïa, j'adore ce qu'elle fait. Je suis fan. Je me projetais parce que moi, effectivement, sur mon premier livre, en fait, il m'avait proposé, j'avais jamais eu affaire à des illustrateurs et donc il m'avait proposé 3 illustrateurs
différents en disant si ça ne nous plaît pas, on pourra trouver quelqu'un d'autre. Et je trouvais que c'était compliqué en fait pour moi de pouvoir me projeter. C'était en plus juste montrer leur coup de crayon. Et ça avait été une vraie question. Finalement, j'avais pris l'illustratrice la plus douce avec des traits de crayon hyper doux qui s'appelle Laurel, qui est maintenant une superstar qui vivait à San Francisco. Il se trouve que moi, j'ai vécu longtemps juste à côté. Donc, il y avait une jolie synchronicité. Et pour moi, ce choix-là a été d'une pertinence incroyable parce qu'elle a tellement embelli le livre. Enfin, c'est… Ouais. Alors, du coup, on est deux mamans, c'est un peu bizarre. mais oui, effectivement, c'était un choix super… je ne sais pas, il y a quelque chose de très spécial. L'illustration, surtout pour un livre pour enfants, en fait, il y a quelque chose de… Ça fait… c'est ce qu'on regarde en premier. Alors, après, il y a quand même une chose qu'il faut que je signale, c'est que dans la mesure où ce livre-là, je l'avais écrit dans le prolongement de ma formation et de ma rencontre avec Marshall Rosenberg, c'était ma façon à moi d'essayer de retransmettre vraiment les bases les plus élémentaires de la communication non violente ou communication bienveillante aux tout petits. Donc, à partir du moment où ce livre est sorti, il a été porté par toute la communauté des formateurs, formatrices, des profs, de tous les gens. La CNV, moi, quand je l'ai découvert en 97, c'était très peu connu ici en Europe, en France. Aujourd'hui, on a des centaines, peut-être des milliers de gens formés à ça. Et donc, on avait un public qui était friand. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que j'ai essuyé un refus en 2000 quand j'ai soumis ce titre à un éditeur. Mais à l'époque, il faut se dire qu'en 2000, personne ne connaissait ces trucs-là. Les gens qui étaient vraiment intéressés par ça, il n'y en avait pas tant que ça. Et 20 ans plus tard, eh ben, on a une communauté de parents, de grands-parents, de profs, d'instituts, etc., qui sont demandeurs de ça. Et tout d'un coup, ce livre, finalement, sort avec un timing parfait. C'est beau. Et moi, j'aime beaucoup parce que tu vois, ça me rappelle, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est précurseur à chaque fois, Olivier. Tu sais, tu nous avais parlé des rêves lucides, et à chaque fois, tu apportes des choses qui sont vraiment nouvelles. Tu sais, tu nous avais parlé des choix pour le livre, le fond et la forme, et cette originalité, et pourquoi ce livre. Et je te remercie pour tout ça. Je reviens juste… Merci, Olivier. Je reviens juste sur le processus d'écriture, du coup. L'idée, ça a été de dire, pour le deuxième, hein, la crédulité, c'est ce que j'ai envie de partager maintenant, c'est ce qui me paraît essentiel maintenant. Du coup, l'histoire, elle t'est venue… combien de temps on met pour écrire un livre? Finalement, tu dis, il y a 4 pages. C'est un processus qui vient à un moment, il est là, il se mature, il s'écrit en 2 heures ou c'est quelque chose que tu fais dans le temps? Je suis vraiment curieuse et ça va aider les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est quelque chose que je dis assez peu, mais je vais le dire ici. Ah, d'accord. J'ai posé une question indiscrète. Non. Okay. Mais chacun des livres de cette collection-là, je les ai écrits en une journée. Ok, oui, ça. En fait, à un moment, ça paraît une évidence. Je pensais que c'était peut-être ça, effectivement. Ouais. Voilà. Parce que c'est, comme je disais, c'est 4 pages à 4 maximum, tu vois, donc c'est pas long du tout. Et puis parce que on en avait parlé dans ce qu'on a fait ensemble la dernière fois, chez moi, il y a toujours un long processus de maturation intérieure. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Donc l'idée est dans la tête, elle mature dans son coin, il y a une gestation intérieure qui se fait, et puis après, au moment où j'écris, alors ce qui est rigolo, c'est que, et j'aime bien ça, c'est que quand je démarre, j'ai plein de points d'interrogation. Je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller, je ne sais pas du tout par où ça va passer. Et c'est dans l'écriture que tout d'un coup, je me dis, ah ouais, tiens, il pourrait y avoir ça, et puis ça. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le 3e que je viens de terminer, qui va sortir là avant l'été, j'avais commencé à l'écrire avant, Tu es le jardinier de ton cœur, et puis à un moment, j'étais en panne, je ne trouvais pas comment aller au bout de mon truc. Donc, je l'ai laissé de côté et je suis parti sur une autre idée. Et puis, j'ai réessayé 1 an plus tard, je m'y suis remis et paf, ça y est, l'idée est venue et tout c'est… Mais il y a toujours une part qui me surprend et c'est ce que j'aime dans la créativité. C'est que j'ai beau avoir un plan, j'ai beau avoir une idée générale, quand je commence à écrire, quand je me plonge dans l'histoire, c'est comme si l'histoire,
elle existait un peu par elle-même, les personnages des éléments, et c'est en les accompagnant, en faisant un bout de chemin avec eux qu'elle va se révéler. Mais tu nous En fais tout un cas bien pour fou, moi. Olivier. Quand tu dis ça, c'est que, tu sais, pour les gens qui t'écoutent, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours, pour les autres, c'est toujours hyper fluide. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises, bah, voilà, j'ai commencé à l'écrire, puis finalement, même si tu voulais écrire un livre sur la crédulité pour les adultes, tu vois, tu avais déjà plein de choses, ou plein de métaphores, plein d'idées qui étaient en toi, qui bouillonnaient sûrement en toi. Et bien, tu vois, tu as commencé à l'écrire, et puis finalement, il y a eu cette, ah, non. Et puis tu l'as laissé pendant un moment, puis tu es revenu. Et puis c'est le beau succès qu'on connaît. Donc c'est, enfin que tu connais, mais qu'on connaît tous, qui est partagé avec tout le monde. Donc ouais, je trouve que ça nous fait du bien, tu vois, de dire que c'est pas une ligne droite. Il y a eu un processus de maturation dans le livre que tu dis. Bah, j'ai commencé à l'écrire, à un moment j'ai arrêté, je l'ai repris et puis bouf, là c'était bon quoi, c'était mûr à point et voilà. Et voilà. Et pour moi, c'est pour ça que j'avais parlé aussi du livre Comme par magie de Liz Gilbert, parce que Oui. à travers ce qu'elle raconte, pour moi, il y a une qualité du créateur, qu'il soit auteur, écrivain, qu'il écrive des scénarios de films ou qu'il fasse une autre activité créative ou artistique qui me semble assez essentielle, c'est l'humilité. Mm. C'est de se dire, dans le processus créatif, c'est pas moi qui fais tout. Je pense que toute personne qui crée s'est rendu compte à un moment que son œuvre, que ce soit un dessin, de la musique, une chanson, un film, etc., il y a un moment où on est dépassé, on n'avait pas du tout imaginé, où on est le premier ou la première surprise de se dire « Ah, waouh !» Et ce n'est pas de la prétention, c'est de se dire « Ah là là, franchement, ce truc-là, c'est pas moi, enfin, c'est quelque chose qui est passé à travers moi. » Et ça demande un peu d'humilité. Puis l'humilité, c'est aussi d'accepter que des fois, on est en panne. Je l'ai là derrière, Christiane Singer écrivant Une passion, qui reste probablement son plus extraordinaire roman, et puis qui écrit tous les jours à la même heure, etc. Et un jour, elle arrive pour écrire. Puis ce matin-là, il vient rien. Elle passe la matinée sans écrire une ligne. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Donc le lendemain, elle revient et rien. Et les jours se suivent comme ça, avec plus rien, plus une ligne. Et puis elle dit, elle était complètement prise de court, jusqu'au moment où elle entend une voix à l'intérieur lui dire, est-ce que tu pensais que c'était toi qui écrivais? Le son d'humilité, c'est-à-dire, bien sûr que ça passe par nous, bien sûr qu'on y met notre touche, notre style, notre façon de penser, voilà. Mais pour moi, c'est toujours un mariage, c'est toujours une alliance entre quelque chose qui nous traverse, une idée qui a envie de s'incarner à travers nous, et puis notre réceptivité pour lui donner forme. Oui, et comme tu l'as dit à juste titre, après, c'est clairement un travail d'équipe, un livre. Il y a l'éditeur, il y a l'illustrateur, il y a les gens qui l'accueillent aussi. En fait, c'est ensemble que le livre va vivre, en fait. Alors ça, c'est quand ça se passe au mieux, Mm. effectivement. Puis parfois, ben, on se sent un peu seul. Mm. Parfois, moi, il y a des livres sur lesquels ben, je n'ai pas eu ça. Je suis arrivé avec mon manuscrit, et puis que ce soit dans le titre, que ce soit dans la couverture, que ce soit dans tout le reste, ben, le travail n'a pas été fait. Et c'est les livres, d'ailleurs, sur lesquels j'ai un peu de regret en me disant, ben, avec un autre éditeur, peut-être on aurait vraiment fait ce travail. Et ce travail, je le connais parce que moi, je l'ai fait pour beaucoup d'auteurs que j'ai accompagnés. Donc, je sais combien il est important. Mais des fois, comme auteur, on ne va pas trouver, j'ai envie de dire, la matrice, on ne va pas trouver le jardin où venir semer sa graine qui va vraiment lui apporter tout ce qui va aussi favoriser ce qu'il y a en lui. C'est joliment dit, hein. Mm. Et du coup, est-ce qu'il te vient, parce on avait dit qu'on ne ferait pas quelque chose de trop long pour Oui. ce petit interview qui est vraiment magnifique et hyper inspirant. Est-ce que pour des gens qui voudraient écrire des livres, du coup, peut-être plutôt pour enfants, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent là que tu auras envie de rajouter en partage d'expérience? J'ai retenu que, mieux que conseil, partage d'expérience. Il y a quelque chose qui te vient, une envie? Pour Euh, prendre soin de leur bébé livre. Moi, je les appelle mes bébés livres, en fait. Et est-ce que pour prendre soin de leur mais bébé alors, livre et de leur tu création? vas pas aimer lire comme par magie parce Je que l'ai c'est une lu des choses déjà. que Je l'ai lu. tu ne te rappelles pas ce qu'elle dit sur l'histoire quand elle parle des gens qui parlent de leur livre comme de leur bébé? Alors, je m'en souviens plus. J'ai dû faire un blackout. Non, si je l'ai lu. Mais après, il fait sa Tu te rappelles vie. pas, Il fait sa vie. Rappelle-le-moi, rappelle-le-moi, vas-y.
J'ai plus tout le détail, mais en tout cas, c'est un truc qu'elle démolit complètement en disant non, non, mais arrêtez, on ne va pas considérer nos œuvres comme nos bébés. Enfin, Ah, mais moi, je le elle- chéris encore comme ça. Mais pourtant, je l'ai lu. Mais c'est rigolo parce que la dernière fois, tu parlais dans notre interview la semaine dernière, tu parlais d'une partie de ce qu'elle disait. Et, euh, et c'est marrant, je me suis dit, ah, mais ça, je me souviens plus de ça. Tu sais, tu fais un blackout sur les trucs. Et l'essentiel que j'avais retenu et que j'avais adoré dans ce livre, c'était, on en avait parlé en off, mais- c'était le fait de dire, les idées sont là, en fait. Elle trouve un porteur pour les partager. ouais, Et les j'avais adoré cette idée ils parce que ça me paraissait appartiennent pas. tellement essentiel et on l'avait partagé ensemble. J'avais l'impression que les choses euh, venaient à travers moi, mais que je ne Ouais, les c'est pour ça créais pas qu'il en faut le fait. relire une fois, deux fois, trois fois, parce qu'en le relisant, on y trouve des choses auxquelles on n'a pas Mm. forcément vibré, ou on n'a pas fait attention la première fois, mais qui sont très, très enrichissantes. Et typiquement, celui-là est un livre qu'on peut facilement lire deux, trois fois. Bon, après, moi, je suis pas Alors, maman, pour alors le répondre fait à de ta lire des question, livres, tu vois, ça me donne un côté maternel. Donc, vas-y, pour allez-y. répondre à ta question, Oui. après, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Je crois beaucoup au pouvoir des images, des métaphores, des allégories, et je pense que les enfants, ils sont très, très sensibles à ça. Avec mes trois garçons, c'est ce que j'ai toujours fait quand j'avais besoin de leur expliquer quelque chose d'important. Je me suis dit, si je donne une explication purement verbale, elle va rester là. Si je trouve une image, en Mm. anglais on dit une image vaut 10 000 mots, hein, Mm. euh, l'image, elle est tout de suite vivante, elle est parlante, elle va s'enrichir ensuite du vécu. Dès que je parle d'un arbre, dès que je parle du soleil, dès que je parle de la pluie, ce n'est pas juste des mots, c'est une expérience qui touche tout notre être, tous nos sens. Mm. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. D'ailleurs, petite parenthèse, Marshall Rosenberg, la CNV, d'avoir utilisé la girafe et le chacal, Mm. Ouais. c'est deux images qui ont énormément parlé, même si pour des raisons que personnellement je ne cautionne pas, il les a supprimées de son premier livre. Dans le premier livre, Les mots sont des fenêtres, il n'y a nulle part girafe, nulle part chacal. Bon, parce qu'il pensait que dans certains pays, ça passerait moins bien. Donc, je comprends le choix, mais si j'avais été son éditeur en anglais, on aurait eu une bonne discussion sur ce sujet-là. Mm. Mais la puissance de l'image fait qu'aujourd'hui, partout, on parle de langage girafe, que parle partout. Ces deux termes, girafe et Mm. chacal, sont Mm. devenus des symboles vivants de deux manières différentes de communiquer. Et quand Mm. tu vois des vidéos de Marshall avec ses oreilles de chacal ou de girafe, Mm. ça parle tout de suite à des enfants. Tu vois. Mm. De la même Mm. manière, avec les accords Toltec, mon idée, ça a été de dire, si je dis que ta parole soit impeccable, c'est quelque chose de purement verbal. Mm. Si je te demande à quoi ressemble ton épée, voilà. Est-ce que c'est un petit sabre en bois? Est-ce que c'est une grande épée? Est-ce Mm. qu'elle est toujours rangée dans son fourreau? Est-ce que tu l'utilises n'importe comment? De parler à un enfant de sa parole comme étant son épée, ça donne une image complètement différente. De lui Sûr. faire un atelier où il va commencer à faire son épée et son bouclier et son étendard, etc. C'est quelque chose. Alors, il y a un magnifique soleil qui. Non, mais je vois, tu rayonnes. Je disais rien, je t'écoutais, mais je J'avais mis un spot, mais là, il y a de la là, concurrence. là, franchement, ça fait Alléluia, tu te fais vraiment de la colonne, c'est trop mignon. Voilà, Donc, il vas-y. manque juste la musique de Handel La derrière. nuit, ouais, c'est ça. Donc, d'avoir transformé, typiquement, tu vois, ce livre-là, quand il s'agit de transmettre les accords Toltec à des enfants, pour moi, la façon évidente de le faire, c'est ce qu'avait fait Mélissa avec son dessin animé, Mm. c'est de transformer ce qui est du verbal en du visuel, Bien sûr. ce qui est du conceptuel en image, en métaphore. Ouais. Donc, chaque fois qu'un auteur qui a envie d'écrire quelque chose pour un enfant trouve une façon imagée de le transmettre, pour moi, c'est gagné. Ben, merci. Je trouve que c'est le plus beau conseil, je crois, que tu pouvais nous donner. Eh bien, écoute, à la bonne heure. Ouais, franchement. Je crois qu'on va rester sur ça parce que c'est tellement beau. Je trouve que c'est tellement. En fait, c'est tellement juste, peu importe l'âge d'ailleurs. Tu sais, c'est quelque chose de passer du. Presque, enfin, moi, c'est dans ma grille de lecture, tu vois, passer de quelque chose de mental à quelque chose d'incarné, en fait, de quelque chose de vivant et vibrant. Donc, du coup, Passer ça. de la graine à la plante complète. Ouais, ouais.
Olivier, merci. Je pense qu'on va rester sur cette touche-là. J'avais de toute façon envoyé à tout le monde, tu sais, un document qui synthétisait tes questions auxquelles j'avais rajouté déjà tout ce qui avait été dit dans les petits conseils, tu sais, qui avaient été donnés pendant les 2 heures. Oui. Toutes les références que tu avais données, y compris les livres, etc., comme par magie, ils l'ont déjà. Donc, on vous souhaite à tous vraiment une belle fin d'année et une merveilleuse année 2021. Vous avez ce cadeau de la part d'Olivier. Un grand merci, Olivier, pour tous ceux qui veulent Avec écrire joie, et non seulement beaucoup de créativité à chacun, à chacune. beaucoup de créativité. Tu veux souhaiter autre chose, Olivier? Oh, ben, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup pour quelqu'un qui veut l'écrire avec La un livre. créativité, ça englobe tellement de choses. La créativité, c'est la vie. Ok. La créativité, c'est la vie. Merci à tous et tout le meilleur pour fin 2020 et 2021. Mais encore une fois, merci Olivier. À toi Au revoir aussi, à tous. Isabelle.